Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le franc va-t-il pouvoir rester à l'abri, à l'écart de la pagaille monétaire internationale? C'est l'une des questions qui se posent en ce début de semaine. Nous allons en reparler tout à l'heure avec Michel Tardieu. Je vous signale en tout cas dès maintenant que le dollar est tombé ce matin à son cours le plus bas à Paris depuis qu'il y a un double marché d'échange en France. Deuxième titre de l'actualité, on retrouve bien sûr la catastrophe du ferryboat grec. Dernière information à ce sujet, le capitaine de l'Eleana a été arrêté alors qu'il essayait de quitter clandestinement l'Italie. Et puis les retours de la fin août, bien sûr, sur les routes de France, ils se sont bien étalés et pourtant la liste des accidents spectaculaires est encore impressionnante aujourd'hui. Il y a surtout l'accident d'autocar dans la région de Provins ce matin. Là, c'est la fatigue du conducteur qui, semble-t-il, est en cause. Un accident qui a fait 9 morts et 18 blessés. Édouard Laure. 3h30 ce matin sur la Nationale 4, une ligne droite près de Sancy-les-Provins, Seine-et-Marne. Un camion transportant un chargement de 10 tonnes roule en direction de Paris. Derrière le camion, un car, 45 Yougoslaves employés aux usines Citroën et Renault de Paris, 45 Yougoslaves rentrant de vacances. Le car roule beaucoup plus vite que le camion, il va le doubler mais son chauffeur somnole, il ne se déporte pas assez sur sa gauche, il manque 20 cm. Le choc est extrêmement brutal, le car est découpé sur toute sa longueur avant de s'écraser dans le fossé. « 9 morts, 18 blessés transportés à l'hôpital de Provins. Certains sont dans un état très grave. » Et malgré ces accidents spectaculaires, les responsables de la circulation considèrent que ça ne s'est pas trop mal passé cette année et qu'il y a des progrès effectués dans ce domaine. Il n'empêche qu'il y aurait eu près de 5000 morts sur les routes de France pendant cet été. François fait une comparaison d'ailleurs assez spectaculaire aujourd'hui et qui devrait d'ailleurs faire réfléchir ceux qui partent en toute tranquillité sur la route et qui en revanche tremblent en avion. Cela correspondrait, ces 4700 morts, cela correspondrait à 45 écrasements au sol de caravelles. Prudence en tout cas pour ceux d'entre vous qui se trouvent aujourd'hui sur les routes. Il y aura encore des pluies, notamment de la Vendée jusqu'au nord et à l'est. D'ailleurs, on peut espérer tout de même quelques belles éclaircies. La catastrophe de l'Eleana, les accusations portées par les rescapés semblent se confirmer, quelque peu se confirmer aujourd'hui après le dernier événement en date dans cette affaire. Je vous le disais tout à l'heure, je parlais de l'arrestation du capitaine de ce ferryboat grec au moment précis où il tentait de quitter discrètement l'Italie. Le commandant Antipas, que vous voyez ici au moment où il tenait une conférence de presse hier pour se justifier, est inculpé d'homicide, de non-assistance à personne en danger, d'insuffisance d'équipement de lutte contre l'incendie et d'embarquement d'un nombre excessif de passagers. On ne sait pas encore si les autorités italiennes ont l'intention de le maintenir en prison pendant toute l'enquête, une enquête qui pourrait durer plusieurs mois, ou bien s'il sera remis en liberté provisoire avant son jugement. La catastrophe, il faut le rappeler, a fait 25 morts et 60 disparus. Inutile de préciser qu'il n'y a plus d'espoir pour ces derniers, pour les disparus, et que le bilan définitif sera sans doute de 85 morts. Le capitaine Antipas, que vous voyez, lui, rejette toutes ces accusations. Pour lui, il y avait notamment trop de vent pour que les lances à incendie soient efficaces. Il affirme aussi avoir été le dernier à quitter le navire à la nage. Pendant ce temps-là, le navire a été placé sous séquestre et l'épave devait être ramenée aujourd'hui à Brindisi. Les rescapés, eux, maintiennent leurs accusations et Michel Toulouse a pu s'en rendre compte la nuit dernière lorsqu'il est allé accueillir au Bourget les passagers français qui étaient de retour en France. Écoutez. Le Bourget, ce matin, 3h50, l'arrivée des rescapés de l'Eleana. Ils avaient tout perdu dans le naufrage, certains avaient à la main leur ceinture de sauvetage, souvenir dérisoire. À l'extérieur, derrière les grilles, les parents, les amis scrutaient les visages pour trouver celui qu'ils espéraient. Le témoignage d'une famille française. Tout le monde courait, il y avait de la débandade, des gilets de sauvetage un peu partout. On voyait très bien la fumée, les flammes qui sortaient de l'arrière, mais c'était un bateau de 170 mètres. On s'est dit qu'ils arriveront à le circonscrire et on aura toujours le temps. Alors, comme nous, notre voiture était sur le pont, à l'avant, et comme on avait passé la nuit sur le pont, on est resté groupés autour de la voiture presque jusqu'au dernier moment. Nous étions 6 personnes, 6 Français. Nous étions les derniers à embarquer. Nous n'avions plus de place et les voitures étaient sur le pont. Est-ce qu'à un moment l'équipage vous a dit maintenant il faut évacuer le navire? Absolument pas. La consigne qui nous a été donnée, c'est de rester à nos places et qu'il n'y avait rien à craindre.
c'était vers 7 Autrement heures. dit, c'était le à 8h moins 20, le bateau Gritos de géant. Et à quel moment on vous a distribué? Est-ce qu'on vous a distribué des gilets de sauvetage? Jamais. Il a fallu se servir soi-même. Sur le pont, à l'avant, il n'y en avait pas. Mon neveu était en chercher dans les cabines. Et comment vous avez évacué le navire? Par une échelle de corde avec le petit. Mais ma femme et mes neveux sont descendus par les cordes. Beaucoup de gens se sont brûlés les mains ou se sont laissés tomber. J'avais peur surtout que quelqu'un me tombe sur l'enfant et nous assomme. Mais une fois dans l'eau, c'était très bien. Enfin, c'était très bien. Nous avons nagé 3 heures pour nous éloigner. Mais on était plus Vous en avez sécurité. nagé avec votre enfant? Oui, absolument. Je suis maître nageur, mais je craignais surtout qu'il se refroidisse, c'est tout. Et vous qui êtes maître nageur, est-ce que vous avez l'impression que l'équipage a fait le nécessaire? Non, non, non. Ni au point de vue sécurité, ni au point de vue... il y a une incompétence totale. J'ai l'impression même que beaucoup ont sauvé leur peau avant de penser aux pauvres aux passagers. Il y a des tas de gosses qui sont restés sans bouée, sans gilet. Les hommes ont embarqué dans les canots, alors que les femmes et les gosses étaient encore. Et parmi les hommes, je suis certain qu'il y avait des membres de l'équipage. Les accusations graves, vous l'avez entendu, voilà où en est l'affaire pour l'instant, qui passe maintenant entre les mains de la justice. Je vous le disais, le procès du capitaine Antipas n'aura pas lieu sans doute avant plusieurs mois, et ensuite il lui faudra peut-être également régler ses comptes avec les autorités grecques. Voilà pour cette affaire. En France, la rentrée sociale et politique commence à se dessiner. Avec la fin du mois d'août, on commence à repenser un certain nombre de problèmes qui étaient restés en suspens au début de l'été. Il faut s'attendre à un regain d'activité, notamment du côté des syndicats. Sur le plan politique, la correspondance entre M. Chaban-Delmas et M. Mitterrand se poursuit. Le premier secrétaire du Parti socialiste vient en effet de poser au Premier ministre une question orale avec débat. Il lui demande de procéder à un nouvel examen, si cela est possible, dit-il, du budget 1972. M. Mitterrand s'étonne notamment de l'augmentation importante des cotisations sociales chez les agriculteurs. Et puis la semaine qui commence risque d'être importante aussi pour la monnaie française. Il s'agit toujours, bien sûr, des répercussions de la crise du dollar. Jusqu'à présent, le franc a pu rester un peu à l'écart de la mêlée, mais cela pourrait bien éventuellement changer cette semaine. Après la réévaluation du yen, on a enregistré ce matin à Paris une forte baisse du dollar. Est-ce que finalement, Michel Tardieu, le franc est menacé cette semaine ? Eh bien, il est difficile de répondre clairement à cette question. Tout dépend de ce qui va se passer finalement sur le yen. En effet, vendredi, les Japonais ont décidé de laisser flotter leur monnaie. Non pas de la réévaluer directement comme le souhaitaient les Américains et fortement, mais simplement de la laisser flotter. Et de deux choses l'une, où les Japonais ont simplement abandonné une stratégie, disons la stratégie de forteresse, pour adopter une stratégie plus élastique. Et ils ont l'intention de continuer à défendre le yen, c'est-à-dire qu'avec le yen qui flotte, ils éviteront quand même d'avoir de trop grands écarts entre leur monnaie et la monnaie américaine. Dans ce cas, les Américains auraient tort de se réjouir trop vite, car les Japonais peuvent prendre toute une série de mesures pour empêcher cet écart de se creuser, et peut-être même des mesures de représailles commerciales contre les décisions américaines. C'est la première hypothèse. Dans la seconde, les Japonais auraient au contraire hissé une fois pour toutes le drapeau blanc et ils auraient accepté de céder devant les exigences américaines. Dans ce cas, bien sûr, le front européen deviendrait le front le plus important de la guerre monétaire et sur ce front, la France se trouverait en première ligne puisqu'aujourd'hui, le franc commercial français est le seul marché sur lequel il y ait encore une parité fixe. Alors bien sûr, il y a un franc financier. Le franc financier, lui, doit absorber théoriquement les écarts du marché spéculatif, du marché des capitaux, mais il n'est pas certain que ce franc financier constitue un ouvrage défensif suffisant. C'est toute la question. Bien sûr, au ministère des Finances, on dit que le double marché peut supporter des assauts extrêmement durs et que le système peut durer longtemps, même si la France, comme le disent les Allemands, est isolée dans cette affaire. Isolement tout relatif, M. Giscard d'Estaing d'ailleurs dit qu'il n'y a pas d'isolement. En tout cas, tout le problème est de savoir si ce double marché résistera ou ne résistera pas. Et c'est pourquoi un certain nombre de spéculateurs s'intéressent de plus près au franc qu'avant, et c'est pourquoi aujourd'hui le franc financier est à son plus haut contre le dollar. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, et bien sûr cela a des répercussions sur la bourse de Paris, qui est dans l'attentisme et qui baisse un petit peu, mais nous le verrons tout à l'heure en regardant les cours. À vous Jean-Michel. Merci Michel Tardieu. Pendant ce temps-là, les Européens préparent le prochain Conseil des ministres du 13 septembre, des 6. La dernière réunion des ministres des Finances, vous le savez, était un échec. Les 6 n'avaient pas pu se mettre d'accord sur une attitude commune face à cette crise monétaire. Le Conseil des ministres des 13 sera donc déterminant finalement pour l'avenir de l'Europe. Et d'ailleurs, des pourparlers commencent aujourd'hui à Paris entre Allemands et Français qui n'ont pas du tout les mêmes opinions, vous le savez, dans ce domaine. Un chiffre encore à ajouter à propos des affaires économiques françaises. Les prix
ont augmenté de 0,5% en juillet. Pour les autres télégrammes, cette fois-ci à l'étranger, les élections législatives au Sud-Vietnam se sont déroulées hier dans un calme relatif. La participation électorale a été importante et on note d'ores et déjà un succès sensible des candidats favorables au gouvernement. Les élections présidentielles, je vous le rappelle, ont lieu le 3 octobre. Il n'y a qu'un seul candidat, le président Thieu lui-même. Un référendum aussi chez les Égyptiens. Si le résultat de la consultation est positif, à partir du 2 septembre, la RAU change de nom et s'appellera désormais la République arabe égyptienne. Il y a des moments d'ailleurs où le monde de la politique et le monde des spectacles se mélangent un peu. C'est le cas depuis que le grand trompettiste américain Dizzy Gillespie a annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles. Une candidature que l'on peut évidemment considérer comme fantaisiste. Gillespie, lui, affirme qu'il réunira autour de son nom tous les nouveaux électeurs américains de 18 à 21 ans. Il ajoute aussi, si je suis élu, Duke Ellington et Cassius Clay entreront aussi à la Maison-Blanche. Gillespie, et vous le voyez en ce moment, donnait un concert hier soir à Château-Vallon, près de Toulon, là où l'équipe de Télémidi se trouvait mardi dernier. Un concert que vous avez peut-être pu suivre également hier soir sur la première chaîne. En regardant le trompettiste, on pouvait d'ailleurs se demander s'il avait véritablement des allures de président américain. Et à la fin de la représentation, Dizzy Gillespie a tout de même donné quelques explications sur ses intentions électorales. Fully expect to. What are your reasons for that? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? I am the only candidate who Je suis le seul candidat à poursuivre une politique visant à l'unification du monde. policy of the unification of mankind. Et même l'unification de l'humanité. Et si ça ne marche pas? Dans ce cas-là, j'aimerais être président d'un monde uni. Quelle réforme voudriez-vous faire? I intend to make a change and there needs to be Eh bien, des transformations radicales. Je remplacerai l'ancien ordre de choses par un nouvel ordre. Je ferai subir à toute la structure sociale un changement organique. an organic change in the whole structure of society. Et cette transformation permettrait alors à chaque nation de penser non plus seulement à ce qui est bon pour elle, mais surtout, mais exclusivement à ce qui est bon pour tous. Bon pour tout l'univers. Si je suis élu, la première chose que je ferai sera de convoquer tous les États du monde pour une vaste conférence. Et alors, je les inciterai à s'unifier car c'est là l'essentiel. Il faut commencer par unifier l'humanité. Try to get together for unification first, because that's the main thing. The unifying mankind is first. Thank you very much. I On n'est hope pas you loin, are monsieur. the president. Merci beaucoup, mon ami. Déjà des habitudes de président. Voilà pour ce tour de l'actualité. Il nous reste à voir les sports, bien sûr. Et comme chaque lundi, nous allons retrouver Hebdo Midi Sport, présenté par Michel Drucker. En sport, ce dernier week-end d'août a été riche et fertile en surprises et en manifestations sportives de première importance. Vous connaissez bien sûr la plupart des résultats, aussi me contenterai-je de vous rappeler ceux qui ont été enregistrés hier tard dans la soirée. En athlétisme d'abord, Jacques Pany, le sauteur en longueur français, a réussi, le voici, 8,15 m au saut en longueur au cours du match Espagne-France, un match que la France a facilement remporté. Et en football, l'Olympique de Marseille a battu Angers 2-1 à Marseille hier soir, ce qui permet aux Marseillais de rejoindre à la première place du classement Nîmes, Rennes et le Red Star. 2 buts de Skoblar contre 1 but de Guillou. Marseille aurait pu d'ailleurs ajouter un 3e but si Bosquier n'avait pas raté un penalty. Le prochain adversaire de Marseille sera Bordeaux, mercredi soir à Bordeaux. Les autres rencontres qui concernent les premiers, Nîmes recevra Reims, la Lanterne Rouge, le Red Star recevra Metz et Rennes jouera à Angers.
Sport automobile, avant même que la saison soit terminée, on a appris hier soir que le jeune pilote suédois Ronnie Peterson disputerait l'an prochain les courses d'endurance au volant de prototypes Ferrari. En ce qui concerne la Formule 1, Peterson reste chez March où il est encore sous contrat pendant 1 an. Sport automobile toujours, un rallye pas comme les autres se termine cet après-midi à Rungis, près de Paris. Il s'agit de Paris-Persépolis, 13 500 km à travers 7 pays. C'est un raid passionnant auquel ont pris part plus de 1000 concurrents âgés de 18 à 30 ans, à bord de 400 véhicules. Le but de l'opération, rallier Persépolis, les ruines de Persépolis, où au mois d'octobre prochain, vous le savez, sera célébré le 2500e anniversaire de l'Empire perse, mais aussi pour les organisateurs, prouver que la voiture, surtout quand elle est économique, peut être un merveilleux moyen d'évasion. Une équipe d'information première a suivi pendant 5000 km les concurrents. Voici son reportage. Ne cherchez pas Stewart, Beltoise ou Sever parmi eux. Au raid Paris-Persépolis-Paris, il n'y avait pas de vedette en casque intégral et combinaison inifugée. Simplement, vous et moi, au volant des voitures les plus lentes du monde, sinon les moins pittoresques. 1323 concurrents anonymes, auxquels on demandait simplement d'avoir entre 18 et 30 ans et d'y croire. Entassés par 2, 3 ou 4 dans chaque voiture, quelquefois partis en solitaire, ils étaient étudiants, lycéens, ajusteurs, employés de banque, héritiers ou mécanos, mais en aucun cas pilotes. Du sport, sans doute, mais alors rien à voir avec la compétition automobile. Aussi, le reportage que nous ramenons du parcours fait en leur compagnie n'est pas du tout le récit historique, héroïque d'un nouveau Wembley Mexico ou d'un East African Safari pour débutants, mais plutôt un carnet de voyage. Il est international parce que les gens du raid venaient d'Amsterdam, de Porto, de Besançon, de Florence ou de Barcelone, et que finalement, ce sont les frontières qui nous en manquaient le moins. Parti pour la course, au départ on ne savait pas exactement comment ça se passait. C'était l'aventure, c'était ça, et le fait de pouvoir voir un pays très éloigné dans de bonnes conditions. Pour l'aventure. Ah ben on fait du bateau d'habitude, on veut y changer. Ça me plaisait, ça me bottait quoi. Les psychiatres appellent cela des motivations. Inutile d'essayer d'en faire l'inventaire, il y avait 1323 concurrents, il y avait donc 1323 raisons de s'embarquer. Quelques-unes certainement plus secrètes qu'on ne voulait bien le laisser entendre. En tout cas, la plupart répondaient « aventure », c'est-à-dire remplacer leurs grands ensembles et le bitume par la piste et le désert, être dépaysé à tout prix, retrouver des gestes d'aventurier, des horizons vierges. C'est peut-être cela le grand phénomène du raid, cette soif de départ. Alors que les organisateurs attendaient 5 à 600 candidatures, ils en ont reçu 5000, pour l'Orient, pour vivre un rêve, peut-être un peu boy scout, ou le bivouac au bord du torrent, remplacerait avantageusement la table familiale avec vue sur cour. On offre le brochet. Non mais c'est trop étroit là-haut. Fuir, peut-être, mais aussi aller vérifier si la vraie vie est bien, comme dit le poète, ailleurs. Je trouve que c'est horrible de passer sa vie à un endroit et quand on a la possibilité, il faut absolument voyager, voir au moins le monde parce que la vie au fond c'est rien du tout. Ailleurs, au moins il y a l'exotisme. Faute d'avoir pu exaucer leurs rêves, les concurrents du raid ont donc fait du tourisme. Eux qui cherchaient du jamais vu, ils se sont souvent heurtés à des cartes postales. Du moins, ceux qui ne faisaient pas l'effort d'emprunter des chemins traversiers et auxquels l'asphalte suffisait. Jeunes ou pas, ceux-là étaient des touristes de modèle standard. Et les touristes, sous toutes les latitudes, même déguisés en aventuriers, les touristes se ressemblent. Ça va Albert? Allô? T'es heureux? T'as la forme? Diplomatique de la voiture. T'es chaud, t'es fort. Voilà, voilà. Salut les gars. Allez.
Adieu, adieu Maurizio. Non, non tuo padre. E ça, le vélo. Tu peux mettre le vélo un peu? Ah, voyons ça. Ah, tua. Voilà, tu Götgebra Fatma bizim defanıdır. Götgebra bizim defanıdır. Ben niye getirdim saatler Pour les autres, ceux qui ne confondent pas visiter et investir, mais qui préfèrent aller vers les villages reculés, la découverte, les rencontres étaient possibles. Oui, joli cette bague. Ah oui, joli. Ils rapportent aujourd'hui des objets sans aucune valeur, mais qui pour eux seuls sont pleins de signification. Près de 1500 jeunes Européens ensemble, venus de tous les pays avec une passion commune. On pouvait donc rêver d'une sorte de Woodstock mobile, d'île de White ambulante, de moments privilégiés, de communion parfaite. C'est un peu la déception du raid. Tout s'est passé comme si la voiture, à laquelle on demandait d'être un instrument de libération, à cause de ses 4 portières bien fermées, avait finalement isolé chacun dans son propre univers. Il n'y a pas eu de mot de passe. Sans doute, pendant un mois, les barrières sociales sont tombées. Mais ce ne fut jamais la connivence espérée, ni la fête spontanée. Chacun est resté plus ou moins seul, avec ses mélancolies strictement personnelles. Alors il restait la route. Si l'aventure n'était pas possible, si recevoir quelques cailloux de jeunes bergers kurdes, 650 bris de pare-brise, quelques trous dans la carrosserie et 2 coups de revolver ne font pas un bilan aussi glorieux, il restait au moins à rouler. Mais l'aventure mécanique elle-même n'était pas davantage possible. L'organisation avait prévu une telle assistance technique qu'on était presque toujours assuré de s'en sortir sans avoir trop mangé de cambouis. Ce n'était pas vraiment un club de vacances en déplacement, comme les plus amers le disaient, mais quelquefois, en effet, ça y ressemblait. Le fantôme des expéditions célèbres les hantait au départ. Mais partout où ils espéraient déboucher sur l'inconnu, partout les attendait un accueil d'une décourageante gentillesse. Nous sommes contents que vous êtes venus dans notre pays et je vous souhaite un beau voyage. Viva la France, viva l'Iran. En fait, le raid Paris-Persépolis-Paris, c'était comme les auberges espagnoles. On y trouvait exactement ce qu'on y avait emporté dans ses bagages. Sont désenchantés aujourd'hui, surtout ceux qui l'étaient au départ. Pour les autres, le fameux grand voyage, libre et fou, ils y croient encore. Différemment peut-être. Je pense que c'est possible, mais c'est d'abord, il y a le temps, il faut le temps, la liberté, surtout c'est cette histoire de contrôle, de tout ça, quoi, qui est contraignant. Et puis l'aventure qu'on n'a pas trouvée à 7000 km de chez soi, si elle commençait au retour. Après l'illusion de la liberté et des routes désertes, si l'aventure, au fond,
C'était plus simplement les certitudes, moins exotiques sans doute, qui attendent 1300 jeunes gens, ici et pas ailleurs. Pierre Veilleté, Jean-Louis Saporito, l'accueil a été chaleureux partout sauf en Turquie, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En Turquie, il y a eu quelques problèmes avec les bergers. D'abord, c'est dans cette partie de la Turquie qu'on appelle le Kurdistan, et non pas la Turquie en entier, parce que les Turcs ont finalement été aussi gentils que tous les gens qu'on a rencontrés le long du voyage, mais les Kurdes un petit peu moins quand même. Alors il y a eu des cailloux, des vitres cassées, des pare-brises, des poursuites, un petit peu d'aventure. C'est le moment où il y a eu l'aventure. Ça vous a posé des problèmes pour tourner? Non, parce que je pense qu'on allait plus vite que les deux chevaux et ils ne nous rattraperaient pas. Bien, parlons un petit peu du règlement. Il y avait des étapes très longues. C'est le règlement le plus simple du monde. Vous avez un départ, une arrivée avec des contrôles qui est assez espacés, puisque le dernier contrôle c'est Istanbul et puis c'est maintenant Rungis. Et il suffisait de pointer à l'heure et ensuite de rentrer, de ramener un reportage. Alors cet après-midi à Rungis, sur les 500 équipages qui étaient au départ, 450 ou 460 vont revenir. La proportion d'abandon est faible, non? Oui, la proportion d'abandon est faible et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler d'un rallye ni de sport automobile, parce que finalement ça ressortissait davantage au tourisme et à la promenade qu'au rallye. Malgré tout, il était possible de faire du raid, une épreuve sportive, et il y a des concurrents qui, dès qu'ils voyaient une route asphaltée, se sauvaient, aller dans des pistes à côté pour se faire une fête tout seul, quoi. Alors pour les organisateurs, le but poursuivi c'était l'économie. Ça a été vraiment un rallye économique? Je crois, parmi les concurrents qu'on a interviewés tout le long du raid, je pense que la moyenne par concurrent pour un mois de voyage en Iran, c'était à peu près 80 000 à 100 000 francs. C'est cela. Et au départ, je crois 120 à 130 litres d'essence. Voilà, c'est ça. Quel est l'avenir, à votre avis, Pierre Veilleté, de ce genre de rallye? Le problème d'un raid comme ça pose le problème du voyage en général, et avec une certaine déception ramenée par les concurrents. En fait, la déception est un petit peu fausse, parce que si on leur demandait s'ils veulent repartir, ils repartiraient tous. Oui, mais le problème est de savoir si le raid et le voyage, c'est quelque chose qu'on fait à 1500, ou c'est aussi simplement quelque chose de personnel et qu'on fait tout seul. Oui. Enfin, alors, je pense qu'ils pouvaient retrouver leur isolement au milieu de ces 1500 concurrents, je crois que vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure. En fait, peut-être que ça n'existera plus sous cette forme-là. C'est comme les festivals pop, ça n'existera plus exactement de la même manière. Oui, c'est un peu dommage. Oui. Je vous remercie infiniment. Avant d'en terminer avec Hebdo Midi Sport, je vous donne en 2 mots le calendrier de la semaine. 2 compétitions importantes. À Varèse, aujourd'hui et demain, la suite et la fin des épreuves sur piste. Et puis à partir de jeudi, à Mendrisio en Suisse, les épreuves sur route. Et puis vendredi en Allemagne, championnat du monde de judo. Voilà, Jean-Michel, je vous relance. Merci Michel. D'ailleurs, nous reparlerons de ce raid de Paris-Persépolis jeudi prochain au cours d'Hebdo Jeune. Retour à des choses peut-être qui font moins rêver en tout cas, aux cotations de la bourse. Michel Tardif. Eh bien oui, Jean-Michel, les jeunes gens qui ont fait Paris-Persépolis se plaignent de ne pas avoir trouvé l'aventure, et les boursiers qui préféreraient avoir une paix royale chez eux se plaignent qu'on leur apporte l'aventure à domicile avec les problèmes monétaires. En effet, les boursiers ont un petit peu peur, ils se demandent comment tout cela va finir, ils craignent que le franc d'une façon ou d'une autre soit obligé de réévaluer un petit peu, soit qu'on change les parités fixes, soit qu'on finisse par flotter un petit peu, soit que les spéculateurs emportent les barrages, et ils ont un petit peu peur, et cela entraîne une baisse générale des cours à la Bourse de Paris, comme d'ailleurs vendredi dernier. Mais commençons par l'or, puisqu'après tout, dans ces périodes de crise monétaire, l'or a toujours une certaine vedette. Eh bien, l'or baisse, le kilo baisse dans la barre aussi bien que dans le lingot, et les pièces, au contraire, elles remontent un petit peu. En ce qui concerne l'or, il faut rappeler une déclaration qu'a fait M. Olivier Wamser à notre confrère Le Figaro. Le gouverneur de la Banque de France se prononce en faveur de toute formule qui aboutit à une certaine hausse du prix de l'or. Et pour bien préciser sa pensée, le gouverneur, qui reste partisan des parités fixes, affirme qu'il faut cesser d'affirmer que le dollar ne peut être dévalué par rapport à l'or. Vous voyez que la position du gouverneur de la Banque de France est extrêmement claire et nette. Il pense que l'or doit rester l'étalon et qu'il faut réévaluer l'or. Pour le reste, il ne faut pas oublier que tous ces problèmes monétaires recouvrent en fait un problème de commerce international. C'est l'avenir des exportations et des importations dans le monde entier
qui est en jeu. Et actuellement, tous les chefs d'entreprise, et bien sûr à commencer par les chefs d'entreprise français, sont en train de faire leur compte. Et notamment les fabricants de biens d'équipement qui font remarquer que la surtaxe de 10% que payent leurs exportations à l'entrée aux États-Unis va s'ajouter au handicap que constitue pour eux le nouvel avoir fiscal qu'a créé l'administration américaine. En effet, cet avoir fiscal ne s'appliquera pas aux biens d'équipements étrangers, il ne s'appliquera qu'aux biens d'équipements fabriqués aux États-Unis. Donc, en plus de la surtaxe à l'importation, les fabricants français devront supporter ce handicap de ne pas avoir le 10% d'avoir fiscal. Mais tous les biens ne sont pas bien sûr traités de la même façon, toutes les réglementations, qu'elles soient protectionnistes ou autres, sont toujours compliquées, et il y a bien sûr les biens contingentés qui ne tombent pas sous le coup de la surtaxe, et puis il y a les véhicules automobiles qui font l'objet d'un traitement spécial, donc chacun regarde un petit peu ce qui se passe dans son cas particulier. Il y a aussi l'acier dont M. Jacques Ferry, le président de la Chambre syndicale de la sidérurgie française, est en train de négocier le traitement avec les autorités américaines, car l'ensemble des fabricants de la CECA, du marché commun de l'acier, espèrent que les Américains renonceront à leur appliquer la surtaxe, puisqu'après tout, tous ces fabricants européens, comme les fabricants japonais, se sont engagés à limiter d'eux-mêmes les quantités d'acier qu'ils doivent exporter vers les États-Unis. Ceci pour permettre à la sidérurgie américaine de résister sans l'aide de surtaxe. Vous voyez que les cours sont pratiquement tous en baisse, certains en baisse même assez sensible. Il faut penser d'ailleurs que certains étrangers, des non-résidents qui avaient des valeurs françaises, ont commencé à vendre parce que le traitement qui leur est finalement infligé par l'opération du double marché, puisque maintenant même un étranger qui possède des francs commerciaux doit passer par le franc financier pour acheter des valeurs françaises, c'est-à-dire qu'il doit perdre l'écart entre les cours de ces deux francs, et que ça ne lui fait évidemment pas plaisir. Donc il y a un certain mécontentement parmi les porteurs étrangers de valeurs françaises, et qui se traduit par des ventes sur le marché de Paris. Les SICAV sont en repli, et les séances comme celle d'aujourd'hui ne feront qu'amplifier leur repli bien sûr. Et pour terminer, je vous signale que le Pinet, lui aussi, perd un petit peu de terrain. Le Pinet perd 40 centimes, alors que le Napoléon, vous l'avez vu tout à l'heure, lui, était plutôt en hausse. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Avant de terminer ce journal, je voudrais vous donner un numéro de téléphone qui peut être utile à certains d'entre vous qui s'inquiètent peut-être encore à propos des passagers de l'Eleana. En ce qui concerne du moins les rescapés français, vous pourrez au numéro suivant, Opéra 3939, un numéro facile à retenir, vous pourrez avoir la liste des noms de tous les rescapés français. Je vous rappelle le numéro, Opéra 3939. Merci de votre attention et bonne journée.